Bonjour et bienvenue au Régional, présenté par TVR9. Nos invités de la semaine. Mélanie Villeneuve, préfète suppléante à la MRC de la Vallée du Richelieu. Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain. Sophie Marcille, membre du projet Écoquartier de la Vallée. José Larrivée, porte-parole chez EMA Québec. Couverture du tournoi de hockey mineur de Saint-Basile-le-Grand. Finalement, Mme Diane Morneau, conseillère municipale de la ville de Carignan. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je vous souhaite la bienvenue au Régional. Débutons l'émission avec un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu, en commençant par la MRC de la vallée du Richelieu qui a rendu hommage à 4 élus pour leur engagement municipal. Lors d'un événement tenu avec Masterville, la préfète Marilyn Nadeau a souligné le parcours de Nadine Viault, Colette Dubois, Martin Dulac et Yves Lessard. La MRC a salué leur dévouement et leur contribution à la vitalité de la région. La soirée a aussi permis de mettre en valeur des artistes locaux invités à souligner le parcours des élus honorés. L'organisation souhaite aussi reconnaître l'importance de l'engagement au service de la communauté. Le corps retrouvé plus tôt la semaine dernière dans la rivière Richelieu a été identifié. Il s'agit de Michel Babin, un homme de 84 ans, porté disparu depuis le 3 mars. Résident de Richelieu, il avait quitté son lieu de résidence à pied et n'avait pas été revu depuis. Son corps a été découvert le 15 avril par un citoyen à Otterburn Park, près du pont ferroviaire. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent avait lancé un avis de recherche dans les semaines suivant sa disparition. Les circonstances entourant le décès n'ont pas été précisées. En Montérégie, les CI3S et les organismes communautaires unissent leurs efforts pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation d'itinérance. Des cliniques de proximité ont été mises en place, notamment à Longueuil, Saint-Hyacinthe et Vaudreuil-Dorion. Installées directement dans des organismes communautaires, elles offrent des soins médicaux, du dépistage et du soutien psychosocial. L'objectif est de réduire les obstacles à l'accès aux soins, comme la méfiance envers le système de santé ou les difficultés de déplacement. Depuis leur mise en place, ces initiatives ont déjà permis des centaines de consultations et contribuent à améliorer le suivi et la confiance des usagers. Chambly conclut une nouvelle entente de travail avec son personnel col blanc. D'une durée de 6 ans, la convention collective prévoit des hausses salariales de 2,5 % par année jusqu'en 2028, puis 3 % en 2029 et 2030. Un nouvel échelon salarial est aussi créé, offrant une bonification de 3 % après 3 ans d'ancienneté. L'entente introduit également plus de flexibilité dans les organisations de travail et reconnaît mieux l'expérience des nouvelles recrues dès l'embauche. La mairesse Alexandra Labbé souligne son accord qui vise à assurer des relations de travail stables tout en favorisant l'attraction et la rétention du personnel au bénéfice des citoyens. La Ville de Chambly invite les citoyens à participer à son opération Grand Ménage. L'événement se tiendra le 2 mai de 9 h à 15 h sur le boulevard industriel. Cette journée vise à récupérer et réemployer des objets qui ne vont pas dans le bac bleu. Sur place, un service de déchiquetage de documents sera offert, en plus de la collecte de divers items comme des piles, des produits électroniques et du styromousse. Un écocentre et un dépôt de résidus dangereux seront aussi accessibles à proximité. La Ville souhaite aussi encourager des gestes concrets pour l'environnement et une meilleure gestion des matières résiduelles. Des travaux majeurs sont en cours à l'école des Trois-Temps à Saint-Marc-sur-Richelieu. Le Centre de service scolaire des Patriotes a amorcé la reconstruction des sections les plus anciennes du bâtiment avec un investissement de 22 millions de dollars. Les parties construites en 1921 et 1968 seront démolies pour faire place à une école modernisée. Le nouveau bâtiment comprendra notamment 10 classes, dont 2 pour le préscolaire,
ainsi que des espaces d'apprentissage collaboratifs et plus lumineux. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'à l'automne 2027 avec un retour des élèves prévu pour la rentrée scolaire la même année. Voilà, c'était vos manchettes de la semaine. En studio avec moi, Madame Villeneuve, préfète suppléante et mairesse de Otterburn Park. Bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour. Donc là, vous êtes ici pour nous résumer les faits saillants de la dernière séance du conseil ordinaire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Oui, tout à fait. Oui, donc allez-y, ça commence par quoi? Tout d'abord, il y a quelques mois, là, on a entériné le plan d'action 2026-2029 de la table de concertation en immigration de la Vallée-du-Richelieu. Donc, cette fois-ci, on a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de 75 000 C'est dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation puis de l'intégration. Donc, dans le fond, ça nous permettrait là, de mettre de l'avant les actions là, qui sont dans le plan d'action qui a été élaboré là, avec la table de concertation en immigration. Puis, la MRC y contribuerait aussi là, pour un montant équivalent. Donc, on parle d'un montant au total de 150 000 sur 3 ans pour mettre en œuvre là, ce plan-là. OK. Puis là, parlons justement un petit peu d'environnement. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises dans ce domaine. Qu'est-ce que ça amène concrètement? Oui, bien en termes d'environnement, c'est sûr qu'au niveau de la MRC, là, on travaille beaucoup avec la gestion des matières résiduelles. Il y a l'écocentre, donc qui est très populaire là, d'année en année. Puis on a pris la décision de prolonger les heures d'ouverture de l'écocentre là, pour permettre justement là, une plus grande utilisation pour les utilisateurs. Donc, il y a ça qui a été entériné à la dernière séance du Conseil. Sinon aussi, vous êtes peut-être au fait là, qu'il y a des changements au niveau de la collecte des résidus verts. Donc, la MRC gère la collecte des résidus verts. Puis, d'ici le 1er juin 2026, les sacs de plastique seront plus acceptés là, donc, pour les villes, là, pour l'utilisation. On va plutôt favoriser les sacs de papier, qui sont déjà beaucoup utilisés là, par les citoyens et citoyennes, justement. Puis aussi les bacs conformes identifiés résidus verts là, avec une petite étiquette. Puis dans ce cas-ci, il faut s'informer là, auprès de la MRC là, pour savoir là, où se procurer ces étiquettes-là. Si les gens ils veulent utiliser, par exemple, un bac là, pour mettre leurs résidus verts, là, les feuilles, par exemple, qu'on est en train de ramasser ces temps-ci. Puis, le Conseil a accordé un mandat à la Fondation Rivière. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, nous, à la MRC, on travaille beaucoup au niveau de la rivière Richelieu pour la mettre en valeur, pour la protéger. Dans ce cas-ci, on a donné un contrat à la Fondation Rivière pour qu'ils viennent déterminer, en fait, identifier les lieux où est-ce que la population a accès à la rivière. Là, donc, pour, par exemple, là, y déposer un paddleboard là, pour aller faire un petit tour. Donc, c'est une façon là, pour nous là, de mettre en valeur l'accès à l'eau sur notre territoire. Là. Je pense que c'est important pour tout le monde ici. Puis aussi, là, en termes de gestion des cours d'eau, parce que la MRC aussi a la compétence en termes de gestion là, pour l'écoulement libre de l'eau. Donc, on a donné on a fait une entente là, qui a été approuvée par la MRC avec la MRC de Rouville. C'est pour la gestion des travaux de la branche 39 du ruisseau, de la branche du Rapide. Puis toujours dans les cours d'eau, là, on a aussi une étude technique à un mandat qui a été donné à la firme Tetra Tech QI. C'est une étude technique pour l'entretien de la branche 18A du ruisseau Belleuil. OK. Puis ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire que ce mandat-là? Dans le fond, c'est un mandat vraiment technique. Là. Donc, la firme, elle va s'assurer, au niveau de l'entretien, qu'est-ce qui peut être fait pour s'assurer qu'il y ait un bon écoulement des eaux. Là. Donc, c'est quelque chose qui est fait quand même assez régulièrement à la MRC. Là, je vous dirais, là, on a compétence à la MRC là, pour s'assurer là, que c'est ça, qu'il y ait un bon écoulement des eaux. Donc, c'est ça pour ce qui est des cours d'eau, là, ce mois-ci. Puis là, vous avez aussi eu plusieurs décisions sur l'aménagement du territoire. Quel rôle joue la MRC dans ce genre de dossier? Oui. Bien, dans le fond, comme toutes les MRC, là, on a un schéma d'aménagement, là, puis les villes, donc, ils font des règlements qui doivent s'assurer là, qu'ils seront conformes avec le schéma d'aménagement des MRC. Donc, comme à tous les mois, là, on vient entériner des règlements. Là. Par exemple, ce mois-ci, là, on avait Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand là, qui avaient des règlements là, qui devaient être vus par la MRC. Donc, ça concernait, entre autres, sécurité des piscines résidentielles, encadrement des stationnements. On avait des critères liés à la canopée.
normes de lotissement et d'usage résidentiel. Donc, à chaque mois, là, on les voit passer, là, justement, là, ces règlements-là, ce type de règlement-là. Puis, au final, bien, la MRC là, joue un rôle là, de coordination, de conformité pour que le territoire, là, finalement, on ait une harmonie, puis que ça soit structuré là, dans son développement. Là. Puis, on sent quand même une volonté de préserver puis de mettre en valeur le territoire, notamment sur le plan patrimonial un peu? Oui, effectivement. La MRC, elle a adopté son inventaire partiel là, au niveau du patrimoine. Donc, dans le fond, nous, comme beaucoup d'MRC, d'ailleurs, on fait une demande auprès du ministère de la Culture et des Communications qui est d'investir davantage dans le programme d'aide en patrimoine. Donc, les villes, les MRC, on a besoin là, de mettre en valeur notre patrimoine, justement, pour répondre à des exigences là, au niveau du gouvernement. Donc, nous, on fait une demande, là, comme beaucoup d'MRC, pour que le ministère nous permette là, de mettre en œuvre des plans d'action là, également. Là. Du côté des matières résiduelles, il y avait aussi du nouveau? Oui, dans le fond, en plus là, des heures d'ouverture prolongées, puis du fait là, qu'éventuellement, à partir du 1er juin, là, on aura pu la possibilité d'utiliser des sacs de plastique là, pour le ramassage des feuilles. On a aussi déposé un projet de règlement pour nos matières résiduelles pour nous permettre, dans le fond, à la MRC de faire des inspections au niveau des bacs. Donc, on a des employés à la MRC, là, justement, durant l'été, là, qui passent pour s'assurer là, que les citoyens utilisent bien leur bac. Une question de sensibilisation pour qu'au final, ensemble, on puisse davantage répondre aux normes et puis avoir des bonnes pratiques. Aider l'environnement aussi oui, tout à fait. Sur le même coup. Oui, tout à fait. On a des objectifs là, en termes de réduction de matières résiduelles, de bien faire le tri. Donc, voilà, là, on fait des changements à notre réglementation pour permettre là, à nos troupes là, de venir inspecter les bacs. Puis en terminant, Mme Villeneuve, avez-vous un dernier message que vous aimeriez transmettre? Oui, bien, c'est le mois d'avril, donc c'est le mois de la jonquille. On a fait une résolution à la MRC ce mois-ci là, en soutien là, aux personnes atteintes de cancer, à leurs proches, puis aussi pour soutenir la recherche, là, parce qu'on sait que ça fait, en quelques années, là, on voit souvent des améliorations. Là, donc, si vous réécoutez la séance du conseil, là, vous allez pouvoir nous entendre là, parler de ce sujet-là, là, donc en soutien là, pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Merci beaucoup, Mme Villeneuve, puis on se revoit très bientôt. Merci à vous. En studio avec moi aujourd'hui, Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain, pour venir nous parler de la violence en milieu scolaire et d'une campagne pour la contrer. Donc, bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Donc, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que dans les derniers mois, vous avez lancé une campagne annuelle pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Effectivement, là, depuis février et mars, dans le fond, les 2 mois qui précédaient la Semaine nationale de la prévention de la violence et de l'intimidation à l'école, à l'initiative du ministère de l'Éducation, on a lancé cette campagne-là. Entre autres, dans le fait que la précédente année, le gouvernement avait mis en place cette semaine-là et ça s'était avéré très peu fructueux, donc très peu d'impact dans les milieux, très peu de prise de mesures sur le réel enjeu de la violence en milieu scolaire, alors qu'on a décidé, à l'initiative des membres qu'on représente, bien entendu, là, de pouvoir mettre l'accent sur la réalité de terrain, celle qu'on entend malheureusement très peu, mais qui fait partie du quotidien des enseignants et du personnel de soutien que je représente. Pensez-vous qu'il y a eu une hausse dans les dernières années de la violence auprès des jeunes dans les écoles? Je suis obligé de vous annoncer que oui. D'ailleurs, on a rendu public dans le cadre de notre campagne un rapport qui concerne les 3 centres de services, dont le Centre de services scolaires des Patriotes, qui faisait état là, de près de 10 000 déclarations d'incidents ou d'accidents en relation avec la violence et de l'intimidation à l'égard du personnel scolaire depuis 2 ans dans ces 3 centres de services scolaires-là. Donc, et on observait une tendance croissante d'année en année, ce qui nécessitait une intervention de notre côté pour que, finalement, il y ait une prise de conscience de la société sur cet enjeu-là. Puis à quoi vous expliquez cette augmentation-là? Écoutez, je ne suis pas un scientifique ou je ne suis pas... ce qu'on sait, c'est qu'il y a, évidemment, c'est multifactoriel.
on va le dire comme ça. On va parler, par exemple, on l'avait observé avant la pandémie, cette montée-là, mais elle a été accentuée, peut-être par l'isolement qui a été suivi par les enfants à cette époque-là. La présence énorme des réseaux sociaux, des chambres d'écho, des modèles auxquels on expose sur ces différentes plateformes-là nos enfants. Et par la suite, il y a des modèles dans la société en général qu'on peut observer qui légitimisent certains comportements, aussi loin que dans le niveau politique. Je n'ai pas besoin d'aller très, très loin au sud de la frontière pour observer, et même chez nous, certains politiciens qui se permettent d'avoir des comportements qui, finalement, légitimisent des comportements de violence. Bref, c'est multifactoriel. Et comme adulte, c'est toujours comme ça je le dis, comme adulte, donc que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs qui travaillent autour des enfants dans le milieu scolaire, que ce soit tous les modèles auxquels on est exposé, on a une responsabilité parce que la violence, elle n'arrive pas à l'école. En fait, elle n'est pas à l'école, elle arrive, elle s'y invite. Et donc, ça vient de l'extérieur. Nous, on peut bien travailler à l'école sur comment résorber, comment intervenir, mais si on n'intervient pas en amont, le problème va continuellement se répéter. Mais quelles sont les actions qui peuvent aider à ça dans cette campagne? Mais en fait, ça va commencer par cesser la banalisation de la violence en milieu scolaire. Parce que souvent, parce qu'on est dans un milieu éducatif, on se donne tout à fait comme mission louable de vouloir éduquer les enfants et donc d'expliquer les comportements pour essayer de trouver des façons, par exemple, de modéliser les meilleurs comportements. Mais on a tendance à oublier on peut les expliquer, mais on n'a pas à les excuser. Il n'y a aucun milieu de travail au Québec pour lequel on tolérerait des gestes de violence envers le personnel qu'ils subissent. Mais en éducation, on le fait parce qu'on est dans une micro-société d'éducation. Et donc, à ce moment-là, on va excuser les comportements, mais quand on fait ça, on légitimise. Et on va voir se reproduire effectivement des comportements à ce moment-là. Puis dans certaines écoles, je ne suis pas gêné de le dire, on a carrément perdu le contrôle. Mais oui. Puis dans votre évaluation des choses, j'ai pu lire que ça pouvait monter jusqu'en milieu universitaire, la violence en milieu scolaire. Oui, en CSQ, on a effectivement, là, on lance une grande campagne au-delà de la violence en milieu scolaire, là, dans toutes les sphères, parce qu'effectivement, en milieu universitaire, en milieu collégial, on l'observe aussi. Puis après le milieu universitaire, techniquement, c'est le marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si on n'arrête pas ça, qu'on ne sensibilise pas, est-ce que ça pourrait même s'amener jusqu'en milieu du travail? Bien, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de regarder très, très loin pour regarder les différents comportements qu'on observe dans la société en général. Alors, effectivement, c'est dans l'enfance qu'on se forge une personnalité, qu'on comprend les limites d'une société. Alors, si on ne fait pas ça dès le jeune âge, bien, on comprendra qu'on va traîner avec nous un bagage qui va se répercuter inévitablement dans l'entrée dans la société à l'âge adulte. Puis avez-vous eu des retours de la campagne de cette année? Bien, en fait, oui, on a eu beaucoup de retours parce qu'il y a eu toute la question de la visibilité. Évidemment, on a eu une grande visibilité. Les membres ont embarqué effectivement dans cette campagne-là. Ils ont porté le X-Mauve comme je le porte aujourd'hui. Il y a eu aussi un impact au niveau politique, puis il n'est pas à négliger. Donc, on a été invité à l'Assemblée nationale un peu plus tôt en mars et il y a eu une motion qui a été adoptée suite à nos interventions, une motion unanime de l'Assemblée nationale qui commande une enquête nationale sur la violence en milieu scolaire. Donc, la prochaine année scolaire devrait voir naître cette enquête-là. Elle est importante parce qu'évidemment, j'ai toujours dit, j'ai parlé des 10 000 cas déclarés d'incidents ou d'accidents, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. J'ai aussi dit qu'on banalise. Donc, si on banalise, si on normalise la violence, les gens ne déclarent pas tout. Alors, l'enquête, elle mettra la lumière sur véritablement le vrai enjeu, la mesure exacte de la violence, et là, on pourra peut-être intervenir plus efficacement à la suite de ça. Puis, comment se porte le personnel scolaire? Ce qui est fascinant en éducation, là, puis ça, je veux toujours en être très, très reconnaissant, les gens sont investis. Ils travaillent pour aider, donc ils sont énormément impliqués. Malheureusement, l'impact, tout ça, c'est qu'on se néglige, on s'écoute peu. Et on observe des invalidités en grande quantité, on observe des désertions, donc des retraites anticipées, des départs volontaires pour des démissions. Bref, est-ce que c'est la seule cause? Non. Mais clairement, la violence est un élément qui ajoute à ce qu'on connaît, la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau scolaire actuellement. Puis pourquoi de faire appel à des interventions policières, ce serait selon vous dans les derniers recours? Bien, c'est le dernier recours parce que on est dans la répression quand on fait ça. Et on a un grand, grand travail d'éducation à faire, puis on a aussi un grand travail de ne plus normaliser cette violence-là.
pour que le message chez les jeunes enfants et chez les adolescents, parce que la violence, elle change de visage en vieillissant, là, mais elle soit comprise, qu'on prenne l'impact et puis qu'il y ait une prise de conscience collective. Donc, ultimement, la répression policière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un sentiment d'apaisement au moment des interventions, mais elle ne règle pas le problème sur le fond. Donc, pour ça, il faut que, comme société, comme les adultes dans la classe, je dis tout le temps, bien, on prenne possession des moyens à notre disposition, puis qu'on prenne notre responsabilité aussi par rapport à nos enfants. Donc, selon vous, outre ça, ce serait quoi les solutions? Si ce n'est pas des interventions policières, là, on parle de sensibilisation, d'éducation. Comme société, comment on peut aider à contrer cette violence-là? Bien, moi, je vais vous donner 2 pistes qui sont intéressantes. A priori, il y a ce qu'on réclame depuis longtemps. Une grande réflexion au Québec sur l'éducation au sens large, donc de la petite enfance à l'université, pour regarder de quelle manière donc, on fait évoluer nos enfants dans ce réseau-là. Et là, il pourrait y avoir effectivement des enjeux qui vont être mis de l'avant et des solutions qui vont être mises de l'avant. L'autre élément qui est souvent négligé, et ça va vous paraître c'est peut-être un jargon juridique, là, mais il y a des incohérences législatives au moment où on se parle. On parle, par exemple, de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Dans tous les milieux de travail, la violence ne doit jamais être tolérée. La loi, elle est claire. Mais en éducation, on juxtapose par-dessus la loi sur l'instruction publique, qui, elle, vient faire une nuance dans la violence. Elle doit être intentionnelle pour qu'elle soit prise en compte. Et là, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans un paradigme, encore une fois, où lorsqu'elle n'est pas intentionnelle, associée soit un diagnostic à des difficultés, des enjeux familiaux, etc., on banalise et on excuse. Donc, Ce qui crée un cycle. Ce qui crée un cercle vicieux. Donc, 2 poids, 2 mesures. Et pour nous, ça, c'est un autre angle sur lequel on doit travailler. Donc, en terminant, M. Guilbeault, qu'est-ce qui est souhaitable pour la suite de ces interventions-là? Ce qui est souhaitable, comme je l'ai dit, c'est que le politique s'en mêle clairement. Donc, le prochain gouvernement, on s'en va en élection à l'automne, que ça fasse partie des plateformes électorales des prochains partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de mettre en place pour pouvoir traiter du dossier de la violence dans le réseau scolaire pour que, quand on va aller dans l'urne au mois d'octobre, les citoyens et les citoyennes sachent choisir le bon parti qui va travailler pour que nos enfants et tout le personnel qui gravite dans le réseau scolaire y soient dans un milieu sain et sécuritaire. Bien, merci beaucoup, M. Guilbeault, pour votre temps puis pour mettre en lumière un enjeu qui est clairement critique et en hausse. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Avec nous en studio, Mme Sophie Marcil, qui est porte-parole du groupe porteur de l'écoquartier de la Vallée. Bonjour, Mme Marcil. Bonjour. On veut parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens dans la région, qu'on discute souvent avec les élus, le sujet de l'habitation. Donc, vous avez un projet qui pourrait permettre à des nouveaux acheteurs, peut-être, ou des gens d'intégrer le marché avec des maisons plus petites. Ça vient de où, cette idée-là? Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Bien, écoutez, ça vient de gens, d'une personne là, qui s'est retrouvée dans une situation où elle est revenue vivre près de ses enfants, puis de ne pas être capable de s'acheter quelque chose parce que le marché a éclaté, puis les maisons sont beaucoup plus chères que ce que c'était il y a quelques années où c'était 3 fois le salaire familial. Maintenant, c'est rendu 10 fois le salaire familial. Donc, pas accès à la propriété. Et donc, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes alternatives? Faire des recherches. Vu qu'il y avait un projet comme ça à Sherbrooke, elle dit, j'aimerais ça démarrer ce projet-là. Donc, c'est parti de là. Donc, d'une personne, d'une madame, monsieur, madame, tout le monde, qui se retrouvait dans une situation qui faisait qu'elle ne pouvait pas. Qu'il y avait ce vrai problème-là tangible. Un vrai problème. OK. Vous avez parlé de Sherbrooke. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Sherbrooke là, que vous pouvez vous inspirer? Bien, c'est un projet, justement, de petite maison qui, pour des gens qui veulent être propriétaires, mais qui veulent aussi favoriser une communauté, d'être vraiment entrer dans une communauté où il y a de l'entraide, ou qui veulent aussi avoir des comportements ou des valeurs qui sont liées à l'environnement, pas faire des achats... de faire des économies d'échelle par rapport aux achats, de s'entraider, d'être dans un endroit agréable à vivre. Et c'est ça, ils ont travaillé fort et c'est un projet qui va avoir sa première pelletée de terre prochainement. Il y a eu un article là, qui a vu jour là, il y a quelques jours à propos de ça. Vous parlez de petites maisons. Quelles sont les dimensions? À quoi ça pourrait ressembler? Bien, là, il faut faire la distinction entre mini-maison et petite maison. Bien, petite maison, c'est peut-être la grandeur d'un appartement qu'on verrait aujourd'hui entre 700 et 1000 pieds carrés.
OK. Donc, Un 3,5, 4,5. 2 chambres, c'est ça. salon, cuisine. Exactement. OK, mais avec un terrain. C'est puis on ça. aurait une cour également. C'est ça. Ça OK. pourrait être des maisons arrangées. Il y a plusieurs. Ça va dépendre aussi de la grandeur du terrain qu'on a. Il y a plusieurs choses. On ne peut pas nécessairement tout de suite dire OK, la maison va avoir l'air de ça parce que c'est toujours une entente qu'il doit y avoir avec la municipalité, pour pouvoir décider de qu'est-ce que va avoir l'air la maison. Puis au niveau du prix, à quel point ça pourrait influencer le prix? Bien, comme j'ai mentionné, ce qui fait que on arrive dans des maisons abordables, c'est qu'il y a le fonds, le FCAP, qui est le Fonds coop d'accès proprio, qui va nous permettre d'acheter une maison 25 moins chère que le marché actuel parce qu'ils vont financer 25 de l'achat. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils vont comme contribuer peut-être à l'achat du terrain pour que finalement, au bout du compte, le coût à l'unité, en fait, d'achat des propriétaires, bien, ça va être 25 moins cher. OK. Donc. Puis ça pourrait, à la fin aussi, limiter la hausse des prix. Oui. Alors, quand on est dans un projet comme ça, ce qui fait, c'est qu'il faut que ce soit périn dans le temps. C'est que si, par exemple, moi, j'ai notre projet, disons, qui est implanté, puis que j'habite là 10 ans, et qu'au bout de 10 ans, je ne vais pas doubler, tripler la valeur de ma maison. Ça va être régi par des règles ou ça va être vraiment seulement par rapport au coût de la vie. Et on va partager les bénéfices, en tout cas avec le Fonds d'action qui a contribué à l'achat d'une partie du projet et à la coopérative qui, elle, doit aussi gérer la coopérative et le propriétaire ou la propriétaire de l'unité. Donc, ça se peut que je vais faire du profit, mais je ne ferai pas des doublements. Parce que sinon, ça serait seulement 70 personnes maintenant qui bénéficient de ça, mais si on n'est pas protégé par ce que j'ai mentionné là, sur l'explosion des prix, bien, ça va revenir une maison ordinaire comme tout le monde. Parce que ça deviendrait peut-être une étape transitoire entre le moment où on est en appartement à loyer et le moment où on s'achète une maison normale, plein pied. Donc, ce que vous nous parlez, ce serait d'une espèce d'étape entre les deux mitoyennes où là, on a le même processus qu'acheter, on aurait une mise de fonds, tout ça, puis ça prend de la valeur, on est propriétaire, mais c'est quand même gelé dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles, c'est-à-dire qu'il faut être un nouvel acheteur, OK? Mais la définition de nouvel acheteur, selon les municipalités, est différente. Mais comme par exemple, moi, ça fait 8 ans que je ne suis plus propriétaire, que je suis locataire, bien, je rentre dans plusieurs des critères. Mais il faut que ce soit un nouvel acheteur. Mais il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une coopérative. C'est aussi des valeurs que les gens qui veulent venir dans nous, c'est pas juste « Ah, je vais acheter une maison là, puis ça va être une... » Oui, ça peut être une alternative, mais c'est un mode de vie aussi. Parce que c'est vraiment une coopérative où il y a une certaine entraide. C'est pas chacun pour soi. Il faut avoir le don de soi aussi, donner aux autres, donner à la communauté. C'est un peu la vision que vous avez, là, parce que, comme vous dites, vous ne voulez pas juste acheter un terrain, mettre plein de maisons là-dessus. Vous voulez qu'il y ait un sentiment de communion là-dedans. Là. De quoi ça pourrait avoir l'air? Des jardins, des parcs, des... Absolument. Ce serait quoi votre vision parfaite? Là? Bien, écoutez, une maison communautaire, justement, parce que nos appartements ou nos maisons sont petites, si, disons, que je décide de recevoir à Noël, j'ai la famille élargie, bien, je pourrais avoir accès, si je la réserve, bien sûr, à une petite maison communautaire. Ça peut être aussi un jardin communautaire, de dire, bon, bien, oui, moi, j'ai ma maison, j'ai une petite terrasse, mais je pourrais avoir accès à me faire un beau jardin, puis, tu sais, d'aller m'en occuper, d'avoir de la verdure, d'être entouré. C'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement se retrouver sur le bord d'une autoroute. C'est ça. Donc là, vous êtes à l'étape, vous cherchez un terrain. Absolument.
ça s'en va vers où votre démarche? Est-ce que vous avez des ouvertures, vous pensez? Bien, il y a quelques ouvertures là, qui sont en train de... On est en discussion, mais rien de concret. Là. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Non. tué, comme Ce on dit. serait avec des municipalités, des promoteurs? Bien, en fait, c'est une combinaison. C'est-à-dire qu'on veut que la municipalité soit en accord avec le projet. Hein. On veut que ça rencontre leur vision aussi, hein, qui croient à notre projet, bien sûr. Mais on sait très bien que maintenant, les municipalités sont plus propriétaires vraiment d'énormément de terrain. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de triangle où on doit travailler aussi avec les promoteurs ou les propriétaires. Ça peut être des propriétaires uniques de terrain, puis ou des promoteurs. Et avec ces deux parties-là, donc tripartite, d'être capable de faire une entente puis de pouvoir mettre notre projet en branle. Je vous invite à vous aller voir la page Facebook du projet Écoquartier de la Vallée. Vous pouvez aussi entrer en contact avec l'équipe là, si vous êtes intéressé à participer ou à pouvoir là, appuyer le projet, parce que ça peut servir beaucoup de gens, comme vous le dites. Madame Marcille, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite qu'il y ait des déblocages dans le dossier. S'il y en a, vous êtes invité pour qu'on puisse en discuter certainement. Parfait, avec plaisir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On rejoint maintenant Mme Josée Larrivée, qui est porte-parole chez Emma Québec. Bonjour, Mme Larrivée. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'était la Semaine nationale de la sensibilisation pour les dons d'organes et de tissus. Pourquoi c'est d'une importance primordiale là, de parler aux gens des dons qu'on peut faire? Bien, vous savez, d'abord parce que le don de tissu, c'est quelque chose qui demeure relativement inconnu. En soi, un tissu, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, je dis toujours que c'est bien mal nommé, hein. Le don de tissu, ça comprend le don de cornée, le don de peau pour les grands brûlés, toutes les matières, le don des os, des tendons, des valves cardiaques. Alors, tu sais, dans certains cas, là, les valves cardiaques, ça régule le sens de la circulation du sang. Si vous avez une valve qui ne fonctionne pas, c'est un enjeu de vie ou de mort. Alors, remplacer une valve dysfonctionnelle, ça devient extrêmement important. Puis dans certains cas, c'est une valve cadavérique, donc c'est une valve d'origine humaine. En quoi ça nous touche tous? Bien, il faut réfléchir à cette question-là, tu sais, qui est bien personnelle, mais qui est aussi très collective. C'est-à-dire, est-ce que moi, après ma mort, je veux donner mes tissus? Et de plus en plus, on va penser à ce qu'on veut offrir après sa vie, hein. On va avoir ramassé des biens matériels, on a réfléchi à qui on veut céder notre maison, notre belle bague à diamants, puis notre char rutilant. Bien, on a aussi un potentiel humain qui sont des pièces qui peuvent servir pour poursuivre la vie. Ça a son importance. Oui, c'est bien dit, l'image, on la comprend bien. De quelle façon est-ce qu'on accepte de faire ces dons-là là, après notre mort? Est-ce que c'est encore en signant sur la carte d'assurance maladie ou faire des démarches supplémentaires? C'est une excellente question. Alors, la chose la plus importante, c'est d'avoir parlé à son entourage. C'est parce que, évidemment, quand Emma Québec vient pour prélever les tissus, bien, on est mort. Alors, on n'est pas là pour donner son consentement. Alors,
le geste à poser, c'est de signer l'endos de sa carte d'assurance maladie. Si vous ne l'avez jamais fait, sur le site d'Emma Québec, hein, vous tapez don de tissu, puis vous pouvez faire venir ce petit autocollant-là. Là. Il y a un lien avec la Régie de l'assurance maladie du Québec sur le site d'Emma Québec. Alors, vous pouvez faire venir l'autocollant et vous pouvez le signer à partir de l'âge de 14 ans. Ça, c'est le geste le plus simple à poser. Vous pouvez aussi, toujours sur le site d'Emma Québec, vous inscrire. Vous avez des liens pour vous inscrire au registre de la Chambre des notaires du Québec ou au registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Alors, on a des listes. Si un décès survient, Emma Québec va tout de suite regarder le registre de la Chambre des notaires, le registre de l'assurance maladie du Québec. Les gens qui constatent le décès vont vérifier si la carte d'assurance maladie avait été signée. Mais tout ceci dit, le geste ultime qu'on va poser, c'est de consulter la famille, les proches, et ça se fait dans les heures suivant le décès. Et si la famille s'oppose pour une raison qui leur est personnelle, bien, Emma Québec ne va pas s'approcher davantage, même si les cartes étaient signées. Alors, si vous voulez faire respecter votre dernière volonté, c'est très important que vos amoureux, que vos parents, que vos enfants sachent que vous voulez procéder au don. Puis quand ça va arriver ce moment-là, tu sais, je me fais souvent demander en secret un peu, parce que les gens sont un peu mal à l'aise de poser cette question-là, est-ce que je pourrais donner mes os, mais pas mes cornets? Euh, oui, quand ça va arriver, si vous avez des réticences, si vous aviez des réticences, vous les communiquez également. Puis ce sont des gestes qui se font dans le respect des proches, toujours. Comment on fait pour... parce que c'est pas toujours facile de parler de ces sujets-là, parler de notre propre mort avec nos proches. Y a-t-il un truc, comment on peut faire ça de manière pour que ça se fasse bien? Écoutez, c'est une autre excellente question parce que nous, quand on encourage le don de sang à Emma Québec ou le don de plasma, ben, on encourage le volume, hein? On veut que le plus de gens viennent donner. Mais quand on encourage le don de tissu humain, c'est plus délicat parce que le don, donc la poursuite de la vie pour un individu, signifie la fin de la vie pour un autre. Alors, il y a toujours une grande douleur qui est associée à cette lumière-là, qui est de recevoir une pièce neuve pour continuer sa vie. Mais pour avoir parlé, puis je l'ai fait beaucoup cette semaine, notamment avec des proches de gens décédés. Hier, je parlais avec la maman d'une petite fille décédée à 5 ans d'un cancer du cerveau. Il m'a dit, vous savez, le don de ces tissus, ça a été la seule lumière qu'on a eue dans les moments les plus sombres de notre vie. Alors, de savoir que dans son cas, 3 petits-enfants allaient pouvoir poursuivre leur vie parce que leur petite fille a donné 3 valves, ça a l'air de rien. C'est quelque chose auquel les proches peuvent se raccrocher. Et on cherche ce qui fait du bien dans des moments difficiles. Alors, il faut, il faut penser à ça aussi. Ce sont des tissus dont on n'aura plus besoin. Ça se fait dans les heures, évidemment, après le décès. Et ça sert grandement. Donc, comme vous dites, là, de parler de ça avec nos proches quand nous-mêmes, on va décéder, c'est un peu de leur faire une sorte de petit cadeau qu'au moins, ils pourraient avoir quelque chose de positif au travers de notre départ, ce que vous dites. On a aussi mis au monde l'année dernière un jeu de cartes qui s'appelle La question qui tue pas. Alors, c'est un jeu que je vous invite à vous procurer pour peut-être une fin de souper, tu sais, entre le plat principal puis les fromages. Une soirée de feu de camp, là, l'été s'en vient. Ouais. Alors, ce sont des questions qui nous aident à comprendre, d'abord à se poser des questions quiz. Tu sais, combien de temps après le décès on peut prélever, toutes sortes de questions qui font qu'on aborde la mort de manière un petit peu plus légère. Il faut arriver à le faire pour se poser ces questions-là, hein, parce que pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est tabou? Bien, parce que ça fait tellement mal d'y penser, évidemment. Alors, nous, on est allé d'un côté un peu ludique avec ce jeu de cartes. C'est une manière, mais aussi, ça peut être assez surprenant. Si on choisit le bon moment pour en discuter,
puis qu'on a la délicatesse de dire ça, j'ai pensé à quelque chose. Moi, cette semaine, ben, j'ai signé ma carte d'assurance maladie à Lando. J'ai fait, puis si vous faites venir des autocollants, là, faites-en venir plusieurs, demandez-en une douzaine, amenez-en au travail, parlez-en à un collègue. Tu sais, c'est fou quand on soulève la question de voir à quel point les gens peuvent être plus ouverts qu'on pensait finalement. Vous allez peut-être vous faire recevoir en vous faisant dire, ben mon Dieu, pourquoi tu parles de ça matin? Ben, je parle de ça parce que ça arrive à tous les jours des décès, malheureusement. On vit et on meurt. Certainement. Il y a les dons de tissus, il y a également les dons de sang. Dans la région, il y aura des campagnes pour faire la collecte de dons de sang. Rapidement, comment on fait pour vérifier les endroits où on peut faire les dons de sang dans notre région? Alors, bien, très, très simple. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Emma Québec, vous allez arriver sur le site d'Emma Québec. Entrez votre code postal et toutes les collectes de la vallée du Richelieu. Ça commence aujourd'hui, d'ailleurs, on est à Chambly le 22 jour de notre enregistrement, mais on va être dans la vallée du Richelieu. Emma Québec va être dans la vallée du Richelieu avec ses collectes mobiles avril, mai, juin jusqu'au 22 juin. Alors, tu sais, je pense à Chambly-Carignan, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Audubon Park. Alors, on va dans vos régions, dans vos communautés pour prélever les dons de sang et on le fait 2300 fois par année au Québec. Alors, on est vraiment très présent dans chaque communauté. J'ai envie de dire que les gens de 18 ans et plus en santé n'ont pas vraiment de raison de ne pas venir donner du sang. Et je sais qu'il y a des gens qui ont peur des aiguilles, puis que ça ne leur tente pas, puis qui disent qu'ils ont un agenda trop plein, puis etc. J'ai envie de vous dire, faites confiance aux bénévoles, faites confiance au personnel et dites-le, même si vous êtes un beau grand monsieur de 6 pieds 4, vous pouvez le dire, c'est la première fois, puis j'ai une petite peur. Vous allez voir, on va vous bercer et vous allez être fiers de votre don après. Ça fait du bien donner. Alors, je ne peux pas dire autre chose de plus convaincant. Une fois qu'on a donné, on se sent partie pris d'une communauté, on se sent citoyen à part entière, puis vous ne serez pas dans la chambre d'hôpital de la personne qui va recevoir, tant mieux, mais le sang, c'est la vie. Alors, Parfait. Madame Larrivée, l'appel est lancé aux gens qui nous écoutent. Faites le don de vie, comme on vous a expliqué. Je rappelle, vous êtes porte-parole chez Emma Québec. Josée Larrivée, vous allez avoir des cliniques partout autour de vous. Allez sur le site emmaquebec.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. merci. Nous sommes à l'aréna Jean Rougeau de Saint-Basile-le-Grand pour cette dernière journée de la Coupe Chevrolet 2026 pour la catégorie M13 AAA. Débutant avec la mise au jeu protocolaire jeudi le 17 avril, nous sommes dimanche. Pour la grande finale, le Cascade Élite de Victoriaville affrontait les Arfans du Triolet de Sherbrooke. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec une des deux équipes finalistes. Je suis un peu stressée, mais en vrai, je suis excitée parce que ça arrive pas souvent dans une vie. Moi aussi, je suis un petit peu stressée, comme Félix a dit, mais je suis content, ça arrive pas souvent dans une vie. On est content, puis j'ai hâte de jouer. Et mon équipe, je pense, puis on va mettre toutes les chances de notre base, c'est pour gagner, puis il arrivera ce qui arrivera. Je suis stressé. Ça peut arriver une fois dans notre vie, puis on peut la gagner. Comment vous trouvez la performance de votre équipe jusqu'à maintenant dans le tournoi? On est vraiment fiers d'eux en ce moment. Là. Ils ont vraiment appliqué ce qu'on demande depuis le début. Puis on voit les résultats, ils suivent. Fait que, en ce moment, on est très fiers d'eux autres. On sent le grand esprit de groupe parce que, de ce que j'ai compris, vous avez décidé qu'il n'y avait pas de capitaine d'équipe. Non, ça, c'est nous. Dans le fond, on a un groupe uni. On a un groupe vraiment homogène. Puis on s'est dit qu'il y a beaucoup de leaders. Ils ont toute leur façon de leader, de montrer l'exemple. Fait que c'est important pour nous de procéder ainsi. Quand on parle de groupe homogène, j'ai remarqué que tous les joueurs avaient la même couleur de cheveux. Pouvez-vous m'en dire plus là-dessus? C'est un petit cue qu'on a fait. Il y a un joueur qui a lancé ça une idée, puis tout le monde a embarqué, puis on est content justement. Tout le monde a embarqué pour l'équipe, puis tout homogène. Puis on a même tout acheté une petite chaîne comme ça, tout pareil avec le numéro, c'est concept. On est comme une chaîne. S'il y a un maillon qui marche pas, la chaîne elle débarque. Fait que c'est un peu notre principe. Donc, merci beaucoup de votre temps, puis on vous souhaite la meilleure chance pour la finale. Merci.
Tout juste avant le match de la grande finale, nous avons assisté à un événement qui deviendra un incontournable, la levée des bannières qui soulignait les accomplissements des équipes locales. Nous nous sommes entretenus également avec le président de l'Association du hockey mineur de Saint-Basile, qui est aussi entraîneur. Bien, mon parcours personnel remonte à 17 ans quand j'ai commencé avec les petits mags et j'ai évolué au niveau de l'association comme directeur, vice-président et président. J'ai en même temps été en parallèle entraîneur-maître pour Hockey Québec avec les 4-9 ans depuis 17 ans maintenant, donc c'est pour plusieurs années encore. Puis ça date pas d'hier, la collaboration de la ville de Saint-Basile-le-Grand et une compétition comme la Coupe Chevrolet. À notre connaissance, à nous, c'est la 4e fois. En 1995 avec la Coupe Chrysler, 2007 avec la Coupe Dodge, 2019 Coupe Dodge et cette année avec la Coupe Chevrolet. Et est-ce que c'est vous qui choisissez la catégorie comme aujourd'hui? On est le jour de la finale de la catégorie des M13 3A. Est-ce que c'est la même à chaque année? Non. À chaque fois, il y a une proposition faite par Hockey Québec avec Hockey Richelieu, puis on choisit, puis après ça, par un tirage ou un choix fait par la région, et Hockey Québec s'est remis à nous. Et avec votre expérience, comment vous évaluez l'engouement de la population de Saint-Basile à un événement comme la Coupe Chevrolet? Pour nous, l'association et la ville, bien, c'est un plus. La ville nous a beaucoup aidé, les gens de la ville, pour nous aider à faire un événement avec un aussi beau succès. Pour ce qui est des jeunes, nous, notre but en tant qu'association, c'est de les faire bouger, de leur faire jouer au hockey. Le but, c'est de vendre, de faire des... Moi, j'appelle souvent de faire des joueurs de ligue de garage plus tard. Donc, le but, c'est de développer. Puis ça nous permet d'avoir une vitrine pour nos jeunes, puis venir voir jusqu'à quel niveau aussi qu'on peut aller, puis comment développer dans le sport, tout ça. Et à l'approche des séries, le Canadien qui va être en série, il y a eu un événement qui a fait un clin d'œil à l'Association de hockey mineur de Saint-Basile. Bien oui, on a eu la chance que Lane Hudson porte le chandail de l'association suite à un programme avec Hockey Québec, la journée du hockey mineur avec le Canadien de Montréal. Donc, Lane Hudson a été le fier représentant de Saint-Basile pour une soirée. On a eu les publications réseaux partout, les réseaux sociaux, ça a été à grandeur. Même tout le monde ici croyait que c'était du IA, donc c'était vraiment comique. Donc, j'ai eu une grosse soirée bien occupée, tout le monde nous textait, mais on a été vraiment honorés par Lane Hudson, puis on a eu la chance que Lane signe notre chandail. Donc là, on a le chandail, on va l'afficher ici au courant de l'été pour la saison prochaine. Et pour l'organisation, pour les prochaines années, vous êtes en train de former la relève. Ça devient quasiment une affaire de famille, un événement comme ça? Bien, dans notre cas ici à Saint-Basile, si je prends l'exemple de ma famille, j'ai ma conjointe qui est impliquée, j'ai ma fille qui est très impliquée, j'ai mon garçon aussi. Donc, ma fille est responsable des communications, mon garçon aide comme entraîneur. On a une école de hockey l'été, donc mon garçon a été là depuis plusieurs années. Il joue à un niveau universitaire maintenant. C'est ça, c'est de famille, mais il y a beaucoup d'autres gens qui nous aident. Il y a notre registraire qui fait des heures de fou depuis 2 semaines avec les régionaux, la Coupe Dodge. On est rendu presque un vieux couple, donc on passe beaucoup de temps ici ensemble, puis on a un bon groupe, un CA exceptionnel qui amène énormément de nouvelles choses. On est à l'affût de tout ce qu'on peut faire pour nos jeunes à Saint-Basile. Et en plus, vous n'êtes pas seulement président, vous êtes entraîneur aussi. On a d'ailleurs souligné les exploits de votre équipe tout à l'heure. Oui, c'est ma 17e année comme entraîneur. J'ai coach mes garçons après mes deux garçons. Donc, cette année, on a eu une très bonne saison. On a été champion régional, catégorie M18A. Et puis, on a fait une cérémonie aujourd'hui plutôt pour honorer toutes les équipes de l'association. Donc, on a eu, je pense que c'est 13 bannières cette année, donc pas loin de notre record de 16 de l'année passée. Donc, l'association est en santé, nos jeunes bougent, puis on est très fiers. Avec toutes les tâches que vous avez dans l'organisation, on vous remercie vraiment de votre précieux temps. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de nous aider à vendre le hockey à Saint-Basile. Suite à l'énorme succès de l'édition de la Coupe Chevrolet 2026, il y a fort à parier qu'il y aura une nouvelle édition en 2027. C'était Jean-Philippe Gilbert pour TVR9, Saint-Basile-le-Grand. En studio avec Mme Diane Morneau, qui est conseillère municipale à la ville de Carignan. Bonjour, Mme Morneau. Bonjour. Vous êtes venue nous voir pour nous signaler une problématique qu'on pourrait
qu'on pourrait oublier ou ne pas voir, là, c'est la couverture cellulaire. Hein? On prend ça pour acquis, comme ça, dans le Grand Montréal, que c'est disponible partout. Mais ce que vous avez pu recueillir comme information, c'est que ce n'est pas le cas nécessairement. Effectivement. Notre ville, Carignan, fait partie de la CMM, comme la ville de Longueuil d'ailleurs, puis on a des problèmes de couverture. Ces problèmes-là, les trous de cellulaire, ne sont pas documentés dans les cartes officielles. Alors, par conséquent, quand on a vu que le CRTC s'intéressait à vérifier la couverture sur le territoire, tout ça, bien, la ville, on s'est organisé avec la ville de Longueuil pour répondre à un appel de mémoire pour leur faire comprendre qu'on a une réalité différente de ce que leur carte dit. Comment vous avez pris connaissance de ce problème-là à la base? Est-ce que vous-même, vous avez eu un problème de téléphone ou quelqu'un est venu vous approcher? Ben, moi, je travaillais à distance depuis 2000. Alors, avec le Wi-Fi, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais de plus en plus de familles utilisent les téléphones cellulaires sans mettre de téléphone filaire chez eux. Et c'est là que le bas blesse. On a des citoyens qui sont venus nous voir en disant « Je n'ai pas de bonne couverture, puis j'en ai besoin, tout ça. » Fait que, évidemment, on a regardé nos options, ça fait quelques années, et les options ne sont pas nombreuses. Tout ce qu'une ville peut faire, c'est de référer le citoyen à son fournisseur. D'où notre intérêt, c'est quand on ne peut pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire quelque chose, on s'en souvient. Et là, quand est arrivé le CRTC avec son appel de mémoire, bien, on s'est dit qu'il faut embarquer puis répondre, c'est absolument nécessaire. Vous avez fait un sondage aussi pour vérifier là, si c'était un problème qui était très commun. Qu'est-ce qui est ressorti du sondage? On a 550 personnes qui ont répondu et une mauvaise qualité de la réception cellulaire partout. Style, aucune réception à l'intérieur des maisons pour 96 des répondants. 77 sur leur terrain, une quarantaine de pourcents, je pense que c'était 42 dans les rues de nos quartiers. Alors donc, vraiment une mauvaise couverture. On a pu voir aussi que, en tout cas pour notre ville, il ne reste qu'un téléphone filaire par 5 maisons. Fait que donc, on voit que les gens se fient au fait que le cellulaire devrait être fonctionnel. Et là, bien, on se ramasse dans des situations des fois problématiques. Bien, c'est la réalité des villes aussi. Tu sais, apporter des services comme ça d'urgence, on essaie de faire baisser le temps d'intervention des pompiers, tu sais, les faire arriver le plus tôt possible. Mais là, on ne se rend pas compte que peut-être, à un certain moment, on n'aurait même pas la possibilité de les appeler. Quel genre de problématiques ça peut amener là, aux citoyens et même aux villes? Toutes sortes de problématiques. Je sais qu'entre la ville de Longueuil et la nôtre, le 311, le 811, le 911 ne fonctionnent pas toujours. Ensuite, les citoyens, évidemment, s'ils sont dans une position une situation de panique, ils ne peuvent pas rejoindre personne, c'est pas drôle, là. J'ai vu, moi, des paramédics venir chez moi, par exemple, puis pas être capables de travailler avec leurs collègues parce qu'ils n'ont pas la réception. Vous savez, les gens aussi, quand ils sont âgés, on veut les garder actifs. Hein? Fait que, donc, on leur dit impliquez-vous, allez prendre des marches, etc. Souvent, ils utilisent des alertes personnelles. Mais les alertes personnelles, là, pluguées au Wi-Fi, ça ne marche pas fort dans une rue. Aussitôt qu'ils sortent de chez eux, c'est fini, ça ne marche plus. Alors, de plus en plus, les alarmes personnelles utilisent le réseau cellulaire, les services de téléassistance aussi. Mais si la réception n'est pas là, la personne, elle doit être condamnée à rester à l'intérieur de chez elle. Pas bien bon. Puis pour la ville, bien, je peux vous parler de l'expérience qu'on a eue lors de débit, il y a 2 ans. Heureusement, on avait installé la télémétrie chez nous quelques années avant, là, c'est même assez récent. La télémétrie nous permet de visualiser à distance la capacité de nos postes de pompage, l'usine d'eau, etc. Et on a un très grand territoire, très étendu. Alors, ce que ça a donné, pendant débit, on n'a pas eu de panne électrique tout de suite, mais tout le temps là, qu'on a travaillé, on n'avait pas besoin d'envoyer nos gars des travaux publics va à tel poste de pompage, il y a peut-être un problème. On n'avait plus besoin de se déplacer, on voyait ça à distance, puis on pouvait envoyer nos effectifs au bon endroit, au bon moment.
Mais quand il n'y a plus de panne électrique, c'est-à-dire quand il y a une panne électrique et que là, à ce moment-là, qu'on n'est pas capable de rejoindre les résultats de nos outils de télémétrie, bien, on travaille dans le noir. Et c'est le cas de la ville de Longueuil également. Et à vous entendre en parler, c'est dur à croire, tu sais, en étant comme ça, proche de Montréal. Tu sais, ça va comme... on se dit que c'est facile de se parler au téléphone, mais comme vous dites, là, quand on est dans une situation où on ne peut pas le faire, là, ça complique tout parce qu'on a des systèmes qui sont basés pour réagir avec ça en prenant ça pour acquis. Donc là, vous avez fait un mémoire, donc un document en conjoint avec la Ville de Longueuil. Vous avez envoyé ça au CRTC. Quelles sont les instances ou les actions qui pourraient être prises par le CRTC ou par les entreprises privées pour améliorer la couverture? Bien, le CRTC avait des questions auxquelles on répondait dans le mémoire, mais les villes ont aussi présenté leur position, là, comme les enjeux que je viens de parler, par exemple. Mais on a répondu à ces questions-là et je me souviens que une des choses, c'est le niveau de granularité des cartes. Justement, parce que le niveau n'est pas assez granulaire, les cartes présentement, tout est beau, la couverture est bonne, etc., alors que dans la réalité des faits, ce n'est pas le cas. Alors donc, on demandait de reconnaître ça, de reconnaître aussi que la téléphonie cellulaire est devenue un service essentiel. Ça ne l'est pas au moment où on se parle. Fait qu'on veut que ça le soit. On veut que les villes puissent aussi être impliqués. Les vendeurs, présentement, ils ont toutes sortes de métriques pour surveiller leur réseau, mais ce n'est pas uniforme. C'est difficile de comparer un vendeur avec un autre. Tout ça. Donc, on demande, mettez des paramètres qui vont permettre de mieux juger de la couverture. Et lorsque vous avez ces paramètres-là, bien, si les villes peuvent avoir accès à ces informations-là, elles vont pouvoir mieux planifier leur territoire. Là, présentement, on n'a pas cet accès-là. Fait que, donc, on travaille comme on peut. Puis, à un moment donné, bien, il y a des plaintes qui arrivent. Puis là, bien, il faut qu'on aille voir un fournisseur qui va peut-être s'intéresser ou pas. Ça dépend de la quantité de clients qu'il a. Là. Est-ce que ce n'est seulement que les fournisseurs qui sont propriétaires des tours cellulaires? Oui, jusqu'à présent, mais ce que j'ai appris tout récemment, c'est que des villes pourraient faire l'acquisition d'une tour puis de la rendre multi-opérateur. Donc, elles pourraient louer l'espace sur sa tour pour qu'un fournisseur puisse finalement desservir une clientèle. Fait que de cette façon-là, si vous avez une tour multi-fournisseur, bien, ça vous évite d'avoir 4 tours dédiées chacune à des fournisseurs, une tour TELUS, une tour Bell, etc. Alors, c'est une option intéressante qu'on regarde. C'est une option à explorer, j'en suis certain. À la maison, si vous avez des problématiques avec votre réseau, il faut le dire, il faut le mentionner. Donc, contactez vos fournisseurs ou encore l'hôtel de ville de la ville dans laquelle vous êtes pour qu'il y ait des actions qui puissent être prises. Vous pouvez aussi vérifier le mémoire que Mme Morneau a participé sur le carignan.québec/couverture cellulaire. Donc, si vous voulez aller lire ça, là, parce que le problème vous concerne, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, Mme Morneau, d'avoir été avec nous puis de prendre action là, pour régler cette problématique-là. Merci de nous avoir invités. C'est tout pour le régional de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@tvr9.com. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et revenez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional. Bonne semaine!